Bonjour, Madame, Messieurs. Merci beaucoup de suivre la RTS et votre émission Point de vue ce dimanche 21 novembre 2021. La réforme en profondeur de la politique nationale de santé, c'est une recommandation du président de la République. Dans cette perspective, une évaluation du système est nécessaire. Le processus vient d'être lancé par la commission d'évaluation et de suivi des politiques et programmes publics. Le président de cette structure est notre invité ce dimanche, Monsieur le ministre El Hadj Ibrahima Sall. Bonjour. Bonjour Omar. Très ravi d'être encore une fois sur votre plateau. Merci. Avant d'évoquer le cas spécifique de la santé, on va d'abord essayer de mieux comprendre l'évaluation des politiques publiques en tant que telles. Quelle est son importance dans l'action publique? Alors, l'évaluation est, comme vous le dites si bien, comme le nom l'indique, c'est porter un jugement de valeur sur une politique publique qui a été démarrée, ou qui est conduite, ou qui est en cours, ou qui vient d'être bouclée. L'évaluation, elle est faite notamment pour améliorer l'exécution des politiques publiques, souvent pour les rediriger vers la bonne direction et parfois même pour clôturer certains programmes et migrer sur d'autres. Donc c'est le seul instrument dont on a besoin aujourd'hui et qui est d'ailleurs à notre disposition pour dire si une politique publique est bonne ou pas, si on doit la conduire ou pas et si on doit changer de direction ou pas. Et je pense que c'est un élément qui est important à la fois pour la démocratie et d'autre part pour le débat politique, puisque pour discuter d'une politique publique qui réussit ou qui ne réussit pas, il faut l'avoir évaluée au préalable. Maintenant, mais l'évaluation peut se passer avant même l'exécution de la politique, ce qu'on appelle une évaluation ex ante. Elle peut se passer en pleine exécution, c'est une évaluation itinéraire, ou bien se passer à la fin, c'est une évaluation ex post. Donc tout cela fait que pour transformer l'action politique, public, vous êtes obligé de passer par l'évaluation des politiques publiques et on se demande d'ailleurs comment on est resté aussi longtemps sans la placer au cœur de notre politique publique. Vous avez lancé donc pour une période de 6 mois l'évaluation des politiques et du système de santé. C'est sûrement, comme je l'ai dit, dans la perspective de la réforme envisagée dans le secteur de la santé. Alors, quelle est la déclinaison de ce processus-là d'évaluation dans ce secteur-là de la santé? Bon, alors, le président de la République a instruit la commission d'évaluation des politiques publiques d'évaluer deux choses. Évaluer d'abord la politique de santé de la nation. Et sur la politique de la santé de la nation, deux questions constituaient sa préoccupation. Mais c'était premièrement, notre politique de santé est-elle pertinente au vu des enjeux et au vu des problèmes de santé à résoudre? Deuxièmement, est-elle cohérente par rapport aux autres politiques publiques qui sont conduites? Et deuxième volet, c'est au-delà de la politique proprement dite, l'évaluation du système de santé lui-même. Ça veut dire notre organisation de la santé, est-elle une organisation efficace et est-elle une organisation efficiente mais qui ne gaspille pas de ressources? Et enfin, bien entendu, quand vous soulevez ces deux problèmes, vous ne pouvez pas manquer de rencontrer une autre question qu'il a soulevée, c'est la question de la souveraineté de notre politique de santé. Disposons-nous d'une politique de santé souveraine ou bien notre système de santé nous prédispose-t-elle aujourd'hui à des contraintes même de souveraineté? Donc c'est à toutes ces questions-là que nous devions répondre. Et le président de la République a eu des objectifs stratégiques extrêmement clairs avec les systèmes de santé. Il nous a demandé, premièrement, d'intégrer les nouvelles dimensions de la politique nationale de santé. Et les nouvelles dimensions, c'est les préoccupations de One Health, ça veut dire une santé unique, intégrer la santé animale avec la santé humaine, intégrer les questions des maladies qui sont transmises des virus qui partent des animaux aux hommes et des hommes aux animaux, ce qu'on appelle des zoonoses et des anthroponoses. Donc toute cette dimension One Health, de l'intégrer pour qu'on ait une politique de santé digne de ce nom. La deuxième chose qu'il a voulu, c'est intégrer des dimensions qui étaient souvent manquantes, comme les problèmes de santé mentale. C'est aussi, d'autre part,
l'enseignement et la recherche parce qu'il compte sur une grande réforme de l'enseignement de la santé et de la recherche. Et enfin, c'est l'introduction de nouvelles technologies dans la politique de santé, sans compter bien entendu les questions complexes de complémentarité entre la médecine privée et la médecine publique, entre la médecine universitaire et la médecine non universitaire, entre la médecine militaire et la médecine civile, entre la médecine de domicile et la médecine qui se passe dans les structures de santé. Donc tout cela, ça a été une préoccupation du président de la République. La deuxième préoccupation aussi qu'il a exprimée, c'est qu'il souhaiterait avoir un cadre plus incitatif en matière de santé et des acteurs plus motivés, ce qui nous renvoie bien naturellement à la question de la gouvernance, de la gestion, donc du management des structures de santé et la question des réformes. Enfin, il a voulu aussi qu'on humanise la santé pour mieux accueillir les malades et pour mieux les soigner, ce qui renvoie à une revue des structures de santé, de la qualité des équipements, des ressources humaines, mais de l'humanisation des soins et même de la philosophie des soins, puisqu'il faut aller d'une prise en charge de patients à une alliance thérapeutique. Oui. Bon, deux autres aspects, enfin, agir mieux et plus rapidement, c'est travailler sur la chaîne anesthésie, chirurgie, réanimation, et puis la santé mère-enfant, où nous devons être plus efficaces et plus efficients dans l'utilisation de notre technologie, sans oublier bien sûr la médecine de catastrophe, les urgences médicales, les urgences sanitaires, et enfin, prévenir beaucoup plus et mieux vivre après la maladie, éducation à la santé, prévention, politique de réadaptation psychosociale et même parfois physique. Et enfin, rester en bonne santé quand on l'est, à travers la pratique sportive, la nutrition et une bonne politique de médicaments. Donc c'est tous ces aspects-là qu'il a voulu, dans lesquels il a voulu engager le système de santé, parce qu'il tient à ce que notre pays ait l'un des meilleurs systèmes de santé en Afrique, mais sinon dans le monde. C'est la raison pour laquelle cette évaluation, elle est menée de façon très lourde, elle dure 6 mois, comme vous venez de le dire. Elle mobilise 35 experts, elle mobilise 15 professeurs agrégés, 11 titulaires de chaires, et donc elle va se déployer sur l'ensemble du territoire et dans tous les coins mais du Sénégal pour que vraiment nous ayons quelque chose de très bien. Alors, un autre aspect qui me paraît important de préciser, c'est qu'en réalité, la question de l'évaluation a mis le citoyen et l'usager au centre des préoccupations. Oui. Donc, nous avons eu des sondages, nous avons eu des enquêtes, nous avons des focus groups, et c'est l'ensemble des Sénégalais, et en particulier les usagers du système de santé qui se sont prononcés. Justement, dans l'opérationnel, si l'enjeu, effectivement, est d'assainir, de réformer le secteur de la santé, concrètement, l'évaluation de ce système-là va soulever quel type de questions? Vous l'avez dit tout à l'heure, vous avez posé des questions aux parties prenantes, aux populations elles-mêmes et aux organisations professionnelles certainement. Tout à fait. Quel type de questions et dans quelle thématique exactement? Aujourd'hui, je peux dire que globalement, il y a 436 questions à peu près qui ont été traitées dans cette évaluation-là, ce que l'on appelle classiquement les questions évaluatives. Ça veut dire que l'évaluation doit répondre à 426 questions qui ont été posées. Et ces 426 questions ont été réparties en 17 commissions techniques. Il y a une commission One Health, donc la santé des écosystèmes de façon globale, santé animale, santé environnementale. C'est les questions d'hygiène publique et de santé publique. Vous savez mieux que moi, les questions d'insalubrité posent des problèmes extrêmement importants pour la santé publique, les nuisances. Il y a la question de la gouvernance et du management qui a fait l'objet des questions, la santé mentale et la rééducation psychologique, l'action sociale en faveur de la santé, les maladies chroniques, gériatriques et émergentes en font l'objet d'une commission, les infrastructures, équipements logistiques, la santé maternelle, infantile et néonatale, les urgences non seulement médicales classiques des urgences après 18 heures, mais les urgences médicales comme dans le cas du coronavirus et de Ebola. Nous avons la politique pharmaceutique, nous avons la médecine physique et la réadaptation psychosociale, la biologie et les laboratoires ont été visités, la question des normes et qualité sanitaire, système d'information, mais surtout, un des points les plus importants, et je pense que c'est les 2 points les plus importants, c'est que même le système d'enseignement de la médecine
devra être réformée et évaluée. C'est extrêmement important. La recherche médicale et la formation en médecine vont être réétudiées. Par exemple, le suivi psychologique des médecins eux-mêmes est posé aujourd'hui. Oui. La question des entretiens psychologiques des médecins est posée parce que nous ne pouvons pas confier nos corps aux meilleurs d'entre nous sans pour autant les suivre psychologiquement. Et enfin, la question centrale du problème, c'est la question de la confiance dans le système de santé. Oui. Et la confiance dans le système de santé, c'est premièrement mais des évaluations périodiques, publiques et régulièrement menées. C'est des notations des structures de santé, qu'on puisse noter les hôpitaux et qu'on puisse savoir quelle structure de santé a gagné, a progressé ou a régressé. Et enfin, c'est l'évaluation des protocoles professionnels et des procédures de traitement et de prise en charge des malades à travers très certainement une haute autorité de la santé, comme ça existe dans les grands pays. Donc c'est la régulation, c'est tout un ensemble de systèmes qui ont fait l'objet des 17 commissions techniques qui répondront chacune en ce qui le concerne aux questions évaluatives qui ont été posées. D'accord. Côté enseignement de la médecine, on le sait, pourtant, le Sénégal est une référence dans ce domaine-là. Ça n'empêche pas d'évaluer? Non, mais justement, le Sénégal est une référence, mais on s'est posé la question des statuts. On s'est posé la question des curricula. On s'est posé la question de la formation continue du personnel enseignant. Est-ce qu'on va continuer à avoir des professeurs agrégés qui n'iront dans les conférences internationales que par le biais de labos, oui, ce qui crée des conflits d'intérêts et qui pose des problèmes d'indépendance de la prescription? Et donc, nous avons tout cet ensemble de choses. Aujourd'hui, le développement de la recherche en matière de médecine militaire est une question importante. Les questions sur le nucléaire, le biologique et le chimique posent des problèmes et on peut, dans le cadre d'une prévention du terrorisme, prendre en charge ces questions-là, développer une médecine des catastrophes, ainsi de suite. Donc, il y a tout un ensemble de questions que nous devons nous poser et qui vont se poser pour ce qui concerne l'enseignement de la médecine et la recherche en matière médicale. Et quels axes forts doivent aujourd'hui faire l'objet de notre politique de recherche, et notamment en pharmacie où nous avons les problèmes de pharmacopée, où nous devons approfondir la recherche médicale. Donc, toutes ces questions-là font l'objet de questions évaluatives et je pense que sur la recherche, il y a 21 questions évaluatives auxquelles cette évaluation doit répondre. Et certaines touchent à des questions de pertinence, d'autres à des questions de cohérence, d'efficacité, d'efficience et de souveraineté notamment. On ne va pas faire dans l'anticipation, mais certainement les données recueillies auprès des populations seront dignes d'intérêt parce que, évidemment, ce sont les usagers, c'est les bénéficiaires de ce service public de la santé-là. Est-ce que là, vous avez l'échantillonnage assez large pour recueillir vraiment les données? Disons que tout à fait. L'évaluation a procédé de la manière suivante. Nous avons des types de données qu'on a collectées d'une certaine façon auprès de certains types d'autorités. Donc, il y aura un niveau de revue de littérature, il y aura des niveaux d'enquête, il y aura des niveaux de focus group, il y aura des niveaux de sondage par hasard, il y aura des échantillons qui vont être tirés par l'agent, peut-être que à partir du code électoral, on ne sait pas. Mais on sait aujourd'hui. Oui. C'est-à-dire que sur l'ensemble des commissions, il y a ce que l'on appelle des protocoles de recherche et des guides d'entretien qui définissent à chaque fois la méthode à adopter, le type de questionnaire. Alors, je rajoute aussi autre chose qui me paraît important, essentiel, c'est que dans cette évaluation, nous avons procédé à des auditions. Nous avons auditionné les plus hautes autorités de la médecine qui sont actuellement en vie. Nous avons auditionné les associations de malades et des familles de malades. Nous avons auditionné aussi les sociétés savantes, qui sont les sociétés qui doivent élaborer la science chacune dans sa filière. Donc, les ordres professionnels, ordre des avocats, ordre des infirmières, ordre des vétérinaires, ainsi de suite. Donc, tout cela a été mis en musique pour qu'on ne laisse aucun pan, mais absolument aucun pan de notre système de santé aujourd'hui. Et quand je dis système de santé, c'est système de santé au sens large. Ça veut dire que même les élevages domestiques sont pris en compte dans ces interrogations et dans ces questions évaluatives. D'accord. Mais les populations, j'insiste là-dessus parce que, évidemment... Oui. Vous avez tout à l'heure parlé, par exemple, de la question des urgences. C'est qu'elles vous diront, ça coule de source.
Je veux dire, ces genres de questions-là, est-ce que vous pensez que véritablement, ça ne suffit pas pour savoir de quoi souffre exactement le système? Non, mais d'abord, a priori, moi, je fais de l'évaluation, je ne fais pas de journalisme. Donc, oui. Les résultats, je les aurai à la fin, mais pas avant. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que toutes les questions que vous posez vont être explicitement posées. Est-ce que vous êtes bien accueillis? Oui. Parce que derrière, on veut après mettre en place des politiques d'accueil qui sont normalisées. Et on veut, est-ce que vous êtes bien orienté? Est-ce que vous êtes bien traité? Est-ce que lorsque vous sortez de l'hôpital, les repas ont été correctement distribués? Est-ce que votre dignité a été respectée? Donc, il y a tout un ensemble de questions qui tournent autour de l'immunisation des soins, qui vont non seulement faire l'objet de constats, mais l'objet de réformes. Et après, derrière, même dans le curriculum et dans les curricula, nous allons introduire ces notions qui sont très importantes, qui sont des notions d'accueil et d'orientation. Parce que nous pensons que ceux qui vont à l'hôpital sont des gens qui sont dans la détresse. Et le premier acte de soin, c'est l'accueil et l'orientation. Et c'est la raison pour laquelle toutes ces questions seront posées. Mieux, on va même très loin. Dans l'évaluation, dans la question de la confiance dans le système, nous avons même posé la question de la possibilité pour tout patient à sa sortie de l'hôpital, qu'il puisse appuyer sur un bouton rouge s'il n'est pas content, vert s'il est très content, oui, et jaune s'il ne sait pas trop. Donc, c'est vraiment la parole qu'on va donner aux citoyens pour lui permettre de dire ce qu'il pense du système de santé. Maintenant, ça, c'est un pan de la question. Après, il y a l'évolution de la science avec les experts qui est un autre pan de la question. Et c'est toutes ces questions intégrées qui permettent de faire des recommandations intelligentes au président de la République et de lui permettre de mener les réformes qu'il souhaiterait mener. Mais lui-même sait qu'aujourd'hui, le système, là où il a envie de le transformer, il a envie de le porter haut. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle, dans le comité de pilotage, il y a déjà le ministre de la Santé dès le début. Et le ministre de la Santé va présider le comité de pilotage. Et après, nous allons mettre en place un plan de transformation de l'action ministérielle. Et le plan de transformation va être géré par une structure qui va avoir les leviers transverses et la planification de la transformation. Et tout cela fera l'objet d'un suivi-évaluation avec des rapports périodiques à M. le Président de la République. D'accord. Justement, le chef de l'État, il a son plan d'investissement de la santé, un budget assez conséquent de 500 milliards de francs CFA sur une période de 2020-2024. Mais cet investissement est conditionné à cette réforme-là, sur laquelle vous travaillez. Mais c'est-à-dire qu'il y a deux choses. Le président de la République, avant même que nous lancions cette réforme, enfin cette évaluation, avait déjà pris le soin de réinvestir dans le domaine de la santé. Pour quelle raison? Parce que, comme dans tous les pays du monde, le Covid a révélé que les plateaux techniques étaient de qualité pas très bonne. Et donc, c'est la raison pour laquelle le président de la République a mis beaucoup de moyens dans les structures hospitalières. Ça, c'est le premier point. Vous avez vu que la carte sanitaire a complètement changé, le niveau des plateaux techniques a complètement changé, oui, et la formation va suivre aussi. Donc, premier aspect. Deuxième aspect, le président de la République a aussi compris que ça ne servait à rien d'investir dans la santé s'il n'y avait pas des réformes pour rendre cet investissement-là efficient et efficace. Absolument. Et c'est la raison pour laquelle donc, il y avait une série de réformes. Donc nous, on est venu après les réformes et la stratégie qui a été élaborée au niveau de la commission d'évaluation des politiques publiques était de dire, prenons les réformes qui sont programmées maintenant pour en faire une évaluation ex ante, ça veut dire une évaluation avant leur mise en œuvre. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, toutes les réformes qui sont sur la table, qui ont été négociées entre le ministère de la Santé et le ministère du Budget, nous allons passer en revue ces réformes-là, donner une opinion dessus et voir s'il y a des corrections à apporter ou pas, et donc suivre leur exécution. Donc aujourd'hui, mais c'est une évaluation, mais sur les réformes programmées par le chef de l'État, c'est une évaluation ex ante qui sera faite. D'accord. De façon plus pratique, un exemple, la couverture maladie universelle, on en parle beaucoup, en lien avec les budgets des hôpitaux, l'endettement, etc. Est-ce que vous allez savoir pourquoi il y a cet endettement lié à la couverture maladie universelle? Alors si vous avez une idée. Bon, alors, non seulement on va le savoir, mais on va en profiter pour passer en revue
toutes les suggestions qui pèsent sur notre système de santé. Autrement dit, les programmes de gratuité, quels qu'ils soient, ils vont faire l'objet d'une évaluation mais financière. Et que le principe, c'est que quand vous imposez comme ça des servitudes au système de santé, il faut forcément faire ce que l'on appelle des subventions d'équilibre, mais pour ne pas handicaper les hôpitaux. Sinon, vous demandez aux hôpitaux de rang 1, 3 de se lancer dans des programmes de gratuité. Après, c'est pour leur priver des recettes, c'est pour leur priver de la pharmacie, c'est pour leur priver du Ringer, mais de l'hydrocortisone, et qui fait qu'en fin de compte, quand un asthmatique vient en situation d'urgence, il n'a même pas de médicaments pour être soigné. C'est pour éviter ce genre de choses que tous les programmes de gratuité seront passés en revue, seront calibrés pour voir véritablement la vérité des prix, des transferts et des subventions qui doivent se passer entre l'État et les structures de santé. Maintenant, pour le CMU, bien sûr, il y a une étude particulière et le CMU a une particularité, c'est que c'est une police d'assurance. Et comme toute police d'assurance, la faisabilité repose sur le nombre d'accidents, le type d'accident et les types d'accidents, mais qui sont couverts ou pas, mais par la maladie. Donc, cette étude-là sera reprise pour qu'on donne des orientations et des corrections. Mais encore une fois, c'est un système d'assurance maladie et il faut l'étudier avec la plus grande rigueur scientifique comme un système d'assurance. Maintenant, quand on aura fini, on peut tenir compte de la situation, des moyens des uns et des autres et trouver sur le long de la ligne, mais qui va payer pour qui. Mais ça, il faut que ce soit clair, transparent et qu'on sache qu'on s'est engagé dans telle direction en matière de financement de la couverture maladie universelle parce que tout simplement, nous avons besoin de transparence, nous avons besoin de lisibilité et nous avons besoin de pouvoir mesurer l'efficacité des décisions que nous prenons. D'accord. Alors, dans le système, il y a un élément important parce qu'effectivement, ça concerne le travailleur lui-même et ses conditions de vie. Parfois, on voit dans le secteur de la santé beaucoup de mouvements d'humeur. Est-ce que, parce qu'effectivement, dans ces mouvements-là, ce qu'on remarque, c'est que les revendications sont des revendications à incidence financière souvent. Quelle va être, je veux dire, la solution à ce niveau-là? Est-ce que vous pensez réfléchir dans l'évaluation sur ce qui peut régler véritablement ces problèmes-là? Bien entendu et bien naturellement. La première question que je voulais vous dire, c'est que contrairement à ce que vous croyez, les revendications aujourd'hui, en tout cas quand vous prenez les médecins, la plupart de leurs revendications ne sont pas des revendications d'ordre financier, mais c'est des revendications de conditions de travail et c'est des revendications sur la qualité des plateaux techniques. Mais à côté des médecins, il y a les personnels administratifs. Oui, mais j'en viendrai. Ouais. Mais déjà, je commence par le haut du système, ceux qui sont les chefs, la tête du dispositif. La tête du dispositif, elle demande des conditions de travail qui soient décentes et surtout qu'ils aient les moyens de travailler. Mais ils sont très motivés et ils demandent de meilleurs plateaux techniques, de meilleurs labos, ainsi de suite, ainsi de suite. Des services de réa qui marchent, de l'anesthésie qui marche, des services de chirurgie qui marchent. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'en ce qui concerne les autres, il y a bien entendu des questions de revenus. Et d'ailleurs, ces questions de revenus ne touchent pas seulement les travailleurs de base, mais même les médecins sont concernés par ces problèmes de revenus. En sorte qu'il y a nécessairement un débat sur les incitations et la rémunération juste qu'il faut apporter au personnel soignant. Parce que nous, ce qu'on voudrait, c'est que si nous voulons avoir l'un des meilleurs systèmes de santé en Afrique, nous sommes obligés d'avoir le meilleur d'entre nous qui s'oriente vers la médecine, et en tout cas vers la santé. Et ce personnel-là, il doit être très bien traité. Donc la question du traitement est au cœur de notre problème. Et c'est la raison pour laquelle, parmi les structures et les entités qui sont auditionnées, figurent bien naturellement, mais les syndicats. Oui. Les syndicats seront auditionnés, les syndicats feront un séminaire et vont discuter de ces questions-là dans le cadre de l'évaluation, tout comme les directeurs d'hôpitaux vont discuter de cela. Donc c'est tout un système. Parce que la stabilité du système est un enjeu. Oui, la stabilité du système est un enjeu important, comme la stabilité d'ailleurs de tous les pays sur l'ensemble. Vous savez, moi je suis un économiste macroéconomiste. Quand on demande
au Sénégal de se mettre dans des, comment on appelle ça, mais dans des critères de convergence pour dire qu'il ne faut pas dépasser 3% d'inflation, mais c'est une façon de dire qu'il ne faut pas, de façon sauvage, augmenter les revenus de façon anarchique. C'est pour dire que tout simplement, nous voulons avoir un cadre de stabilité lissé où les augmentations de salaire ne dépassent pas 3%. Et c'est cet état d'esprit-là qu'on veut maintenir dans la santé, qu'on veut maintenir dans le secteur privé, et ce qui fait qu'on ne peut pas se lever de façon sporadique et ponctuelle, et puis augmenter les salaires ou faire ce genre de choses. Donc, nous voulons organiser tout ça, mais tout ça, ça s'organise dans le cadre d'un dialogue entre les parties prenantes, et tout cela s'organise autour, disons, d'un dialogue, mais sur le partage des gains de productivité, puisque, encore une fois, les revenus sont produits par de la productivité, et c'est la productivité, mais qui est répartie entre la direction, les employés et les investissements, parce qu'encore une fois, il faut dégager de l'argent, dégager des ressources pour mettre les médecins et le personnel soignant dans les meilleures conditions. Mais toutes ces questions-là seront prises en charge, et c'est ce que j'ai visé sous les termes d'incitation, parce que le président de la République souhaiterait avoir un système plus incitatif et une gouvernance meilleure. Et je pense que ça me paraît une question essentielle. Mais aussi, je ne veux pas limiter tout à des questions de revenus. Il y a des questions de responsabilité, parce que, par exemple, on souhaiterait que le contrôle, que le management se porte très bien. Ça veut dire que la tutelle ait des relations intelligentes avec les structures de santé. Deuxièmement, que les conseils d'administration fonctionnent très bien et normalement. Et troisièmement, ce que l'on appelle la comitologie, c'est-à-dire l'ensemble des comités qui existent dans un hôpital, comme le comité d'hygiène, le comité médical, ainsi de suite, le CME, et que toutes ces choses-là puissent fonctionner et contrôler l'exécution des mandats des directeurs généraux dans le cadre de procédures bien particulières. Donc tout cela sera questionné par l'évaluation, et nous allons essayer d'améliorer de façon générale la gestion des organisations publiques. Très bien. Sur le programme de travail que vous avez élaboré 2021-2023, il y a, au-delà du secteur de la santé, bien sûr, d'autres domaines qui seront revisités, traités. Je vois par exemple la jeunesse et l'emploi, les conditions de vie dans les lieux de privation de liberté, mais surtout, on va s'intéresser peut-être à une structure assez importante, mais qui n'est pas peut-être très valorisée, c'est la médiature de la République. Parce que tout ce qu'on dit là concerne quand même, vous le dites si bien, c'est le citoyen qui est au cœur de l'évaluation. Or, il y a le citoyen et l'administration. Souvent, il y a des problèmes. Pourquoi, vous allez chercher pourquoi la médiature de la République n'est pas si... Alors, pourquoi d'abord, mais c'est vrai, vous avez raison que la médiature doit avoir plus de visibilité. Oui. Elle n'est pas assez visible. Et les citoyens ne savent pas, pas trop ce qu'on peut attendre d'elle. Ça, c'est le premier point, et vous avez parfaitement raison. Et donc, mais nous voulons améliorer plus. Ce que nous voulons faire aujourd'hui, c'est aller dans la fonction de médiation elle-même. Ça veut dire la question de la médiation entre les citoyens et l'administration. Parce que c'est ça le rôle du médiateur, c'est d'être une sorte d'interface entre les citoyens et l'administration. Et ça, c'est toute la vie, mais sociale, presque économique, sociale, qui est impliquée. C'est les droits qui ne sont pas respectés, c'est les discriminations qui sont vécues, c'est les injustices sur les milieux du travail, c'est la déontologie des forces de sécurité qui peuvent, parce qu'ils portent une tenue abusée. Toutes ces questions-là sont entre les du médiateur. Et aussi, c'est la question des conflits fonciers, c'est la question des impôts et domaines, et ainsi de suite. Donc, vous avez toutes les questions qui peuvent se poser entre un citoyen et l'administration peuvent aboutir, mais chez les médiateurs. Donc, c'est la raison pour laquelle cette fonction, nous allons l'évaluer. Et après son évaluation, nous allons réfléchir sur le type de médiation qu'il faudrait. Et en se posant même la question, est-ce que la médiation ne doit pas basculer vers une posture de défense de droit et de défenseur de droit pour que toutes les discriminations, toutes les injustices, tout ce qui est, en tout cas, pose problème entre les citoyens et l'administration puisse faire l'objet d'une médiation. Vous savez mieux que moi qu'aujourd'hui, quand j'ai un problème avec l'État, je ne peux pas, devant une décision de justice,
réaliser des biens de l'État, ou bien aller forcer une application, une exécution d'une décision de justice. Et donc c'est là où, à mon avis, mais le médiateur joue un rôle important, et c'est une fonction qui va faciliter la vie et qui doit faciliter la vie des citoyens au Sénégal. Ce qui est dommage aujourd'hui, c'est que vous ayez un problème avec l'administration et que vous n'ayez personne à qui parler. Et c'est la raison pour laquelle nous pensons que cette évaluation du médiateur et de la fonction de médiation va nous paraître essentielle parce qu'il va changer la vie de tous les Sénégalais. D'accord. Il y a des piliers importants comme la justice que vous allez évaluer également. Oui. Mais aussi, à la lumière de l'actualité, l'administration territoriale. Alors, des domaines et des piliers, des secteurs comme cela, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire pour renforcer leur crédibilité? Oui, alors je pense que vous faites allusion à une actualité, à l'actualité la plus récente, puisque je pense qu'il y a eu des candidats, je pense aux élections locales, dont les dossiers ont été rejetés, semble-t-il, par des préfets, en tout cas par le commandement territorial, et qui ont eu recours à la justice et à qui la justice a donné raison. Et on aurait appris pendant le même temps, toujours au conditionnel, que les préfets sont en train d'interjeter d'appel. Alors, ce que je voudrais dire à ce sujet-là, c'est d'abord, première chose, c'est que ce recours est non seulement normal, mais il est heureux, parce qu'il traduit la vitalité de notre démocratie et notre état de droit. Ça veut dire qu'aujourd'hui, les problèmes entre les citoyens et l'administration et l'État sont traités dans le cadre d'un état de droit. Ouais. Maintenant, le débat, avant de vous donner mon idée, je vais commencer par vous dire que c'est un débat que je ne vais pas trancher parce que tout simplement, la question est pendante devant la justice. Bien sûr. Et que j'ai été élevé, moi, pour ne pas commenter une décision de justice, quelle qu'elle soit. Je ne commente jamais une décision de justice, à plus forte raison, une question qui est pendante. C'est la justice qui prendra les décisions qu'elle prendra et nous devons, nous tous, nous incliner et respecter la décision qu'elle prendra. Mais je comprends que le commandement territorial, pour sauver sa crédibilité, fasse recours utilise les voies de recours pour justement régler ces questions-là. Donc il est légitime d'utiliser les voies de recours. Cependant, il faut savoir que les voies de recours sont encadrées et que l'accès au droit est normé. Et il y a des choses qu'on peut faire et des choses qu'on ne peut pas faire. D'ailleurs, c'est la question de la recevabilité que les juges vont trancher. C'est aux juges et aux seuls de dire si le recours qui a été fait est un recours recevable, et ils vont le justifier, parce qu'ils ne prennent pas des décisions comme ça non plus, la justice. Ils vont le justifier, et moi, ce que je peux dire tout simplement, c'est que ce n'est pas pour rien que l'agence judiciaire de l'État existe et représente certains. Oui. On peut se dire que les eaux et forêts, les impôts et domaines et les douanes, et la douane ont les moyens de dester en justice directement. Mais ça, c'est un privilège qui leur est donné. Mais la règle, c'est de passer par l'agence judiciaire de l'État. Et le dernier point sur ce point-là, c'est que je pense aussi que... je ne sais pas ce que la justice dira, mais c'est inhabituel de voir un préfet, représentant de l'État, dans un contentieux électoral opposant des partis privés, des partis politiques qui sont des organisations privées. Et que donc, moi, je ne sais pas ce que la justice dira. Bien sûr. Mais la justice va analyser. Ce qui est plus important, c'est de voir comment préserver justement la crédibilité de ces institutions-là. Moi, je pense évidemment, c'est l'État. Mais Omar, c'est... Et le champ d'application de votre mission, c'est évidemment ça. Non, mais tout à fait. Mais moi, je suis tout à fait d'accord avec vous. Premièrement, l'État, l'administration, le commandement territorial représente quand même l'État sur l'ensemble du territoire national. Il est important que le corps soit crédible et que sa crédibilité soit préservée. Il est important que la justice soit crédible, puisque après la justice, il n'y a plus rien. C'est malheureusement la guerre civile, que Dieu nous en garde. Donc, les institutions doivent rester crédibles et elles doivent être sacrées. Des institutions, c'est sacré. Et justement, sur ce plan-là, je voudrais dire qu'on ne peut pas, d'une part, vouloir avoir des ambitions ou la prétention de gouverner le Sénégal
et ne pas respecter ces institutions. C'est inadmissible et c'est même pas possible. Donc il faut que les Sénégalais apprennent à être mais courageux et à respecter les institutions. Pour moi, ça me paraît important. Et que quand on est un patriote, quand on aime son pays, il y a une exigence patriotique qui fait effectivement qu'on s'interdit des choses. Et la première chose, c'est le respect de la loi, c'est la retenue, c'est la réserve, parce qu'il y a certains comportements, certains discours qui vous mettent hors du pacte social et hors du pacte républicain. Je pense que sur ce point-là, les Sénégalais doivent être fermes et exiger que leurs institutions soient respectées. Je vous donne par exemple un exemple très simple. C'est l'exemple du Conseil constitutionnel. Il m'est arrivé d'entendre les mois derniers des commentaires sur des décisions de Conseil constitutionnel. Alors que nous avons un Conseil constitutionnel qui est apolitique. Vous n'avez pas un seul homme politique dans le Conseil constitutionnel. Vous le comparez à la France a un Conseil constitutionnel pour politiser, parce que vous avez des anciens chefs d'État, vous avez 2 premiers ministres qui y siègent, dont Fabius, d'ailleurs, qui est président mais du Conseil constitutionnel, mais vous ne verrez jamais un homme politique, quel qu'il soit en France, oser commenter ou remettre en question une décision du Conseil constitutionnel. Donc, aujourd'hui, il va falloir que nous nous mettons aux normes du monde et que nous commencions à respecter les institutions en sachant qu'une décision de Conseil constitutionnel, ça ne se commente pas, quel que soit votre bord. Il ne s'agit pas pour les uns d'applaudir, ni pour les autres de huer. Une décision de Conseil constitutionnel et des institutions de la République et de la justice, c'est des décisions qui doivent être prises comme des décisions sacrées, sans commentaire, et que la vie continue. C'est comme ça qu'on aura une République. Et sur ce plan-là, moi, je souhaite que l'État et la justice aient le plus de fermeté sur cette question. D'accord. Justement, la notion de politique publique que vous évaluez, peut-être elle est différente de cette autre acceptation de la politique, activité menée par des formations politiques dans le but de conquérir le pouvoir ou de le préserver. Là, il y a matière, mais peut-être que vous, voilà, l'évaluation ne s'intéresse pas à ce niveau-là, mais il y a quand même des choses à dire à ce niveau-là, surtout dans le contexte actuel. Bien sûr. D'abord, il y a plusieurs choses. D'abord, l'évaluation peut évaluer les évaluateurs, l'évaluation peut évaluer la démocratie elle-même, puisque la démocratie, on peut la considérer comme une politique publique. Et on peut évaluer notre démocratie, évaluer des institutions. Toutes les institutions sont susceptibles d'être évaluées, y compris les institutions de la démocratie. Maintenant, le problème que vous posez, c'est à quoi peut servir aujourd'hui, dans le contexte politique actuel, l'évaluation des politiques publiques. Je rappelle 2 choses. Que les partis politiques, leur but, ce n'est pas de conquérir le pouvoir. On le dit souvent, je l'entends souvent. Le but des partis politiques, mais c'est d'élever la conscience politique des citoyens. C'est le premier point. Le deuxième point, c'est que si maintenant on regarde les politiques publiques, qu'est-ce que je peux en dire par rapport à la démocratie? J'estime que c'est la condition sine qua non pour avoir un débat politique serein. On ne peut pas dire qu'une politique a échoué ou qu'elle a réussi si on ne l'a pas évaluée. Donc l'évaluation des politiques publiques, moi, me paraît être au cœur de la démocratie et c'est l'enjeu essentiel qui permettra d'avoir un débat politique sain, serein et pacifique et paisible. Et pour pacifier notre société et pour avoir une société politique et une nation pacifiée, nous avons besoin d'évaluation de politiques publiques, nous avons besoin de débats sur les politiques publiques, sinon c'est les invectives, mais que Dieu nous en garde, notre démocratie vient de loin et il a été construit, comme notre pays d'ailleurs, sur les épaules de géants et nous n'avons pas, et nous ne souhaiterions pas que des personnes avec de petites ambitions trahissent ou ternissent l'image de notre pays. Tout à l'heure, on parlait par exemple de la justice, mais l'attitude de certains politiques, justement, à l'égard de cette institution-là pose problème. Non, c'est inacceptable, c'est scandaleux. Moi, je dis toujours, de façon très claire, à qui veut l'entendre, que la justice est le dernier rempart d'une société qui veut rester en paix. Quand la justice s'écroule, c'est le début de la guerre civile, et la guerre civile, quand ça commence, ça n'arrête pas. Aujourd'hui, il faut que les Sénégalais aient un respect scrupuleux pour la justice. La deuxième chose, c'est que vous ne pouvez pas, le matin, demander l'indépendance de la justice et l'après-midi manifester pour que la justice aille dans telle ou telle direction.
La troisième chose, c'est que la justice, ce n'est pas toujours quand ça vous arrange qu'il faut applaudir. La justice, elle prend les décisions. Quand ça vous arrange, c'est bien. Quand ça ne vous arrange pas, il faut le prendre comme tel et avancer. Mais on ne peut pas aujourd'hui mettre au pas la justice, la menacer et lui demander d'aller dans telle ou telle direction. C'est inadmissible. Ça ne s'accepte nulle part. Et tous les Sénégalais, y compris l'État sénégalais, à mon avis, doivent refuser mais ce genre de choses et ce genre de comportements. Encore une fois, je vous ai dit, il y a des comportements qui vous mettent hors du pacte républicain et hors du pacte social. Et nous devons être très durs et très intraitables sur ces questions-là. D'accord. La justice est sacrée, les institutions sont sacrées, les lois et les règlements doivent être respectés scrupuleusement. D'accord. Alors, dans la perspective des élections territoriales à venir, on insiste également sur la nécessité de préserver la paix dans ce pays. Ce sont des élections importantes parce que, effectivement, ce sont les populations à la base qui doivent désigner, qui doivent élire. Disons que... oui, mais je comprends ce que vous dites, mais c'est des élections locales. C'est vrai, mais les élections locales ne sont pas moins, disons, acteurs de base, mais que les élections présidentielles qui sont faites au suffrage direct. C'est toujours le citoyen qui s'exprime, quel que soit le type d'élection. Et moi, je crois que ce qui doit être fait, c'est on a vu une multiplicité de candidatures. On a eu une confusion dans la plupart des parties de notre pays et on a vu très peu de programmes, très peu de discussions. On a l'impression que les gens vont à l'assaut des mairies, vont à l'assaut des municipalités et des départements parce que tout simplement, il y a le budget, il y a de l'argent. Et sans programme, et je trouve ça catastrophique. Et là, c'est l'étape quand même des investitures. Hein. Oui, mais c'est l'étape des investitures, mais ça m'étonnerait que les gens travaillent sur les programmes. Déjà, les alliances le montrent. Des personnes qui n'ont rien à faire idéologiquement se retrouvent ensemble. Et c'est des stratégies de conquête du pouvoir, malheureusement, hélas. Et je pense qu'il faut replacer la politique au cours de tout ça. Et moi, je m'attends et je souhaiterais que les prochaines élections soient des élections qui nous permettent de débattre de la propreté, de l'insalubrité, de la saleté, des nuisances. Et que je pense que fondamentalement... Ce sont les problèmes auxquels les populations à la base sont confrontées. Oui, mais les populations, elles sont instrumentalisées. Les populations, elles sont instrumentalisées et je ne vois personne me parler d'un plan de circulation. Je ne vois personne me parler d'un plan de ramassage des ordures. Je ne vois personne me parler de la lutte contre les nuisances sonores. Eh bien, pourtant, tout le monde le sait. Donc, je pense qu'il faut retourner à la vraie politique. Ça va venir peut-être. J'espère que ça va venir, mais ça fait plusieurs élections que j'ai vécues dans ce pays parce que je commence à être quand même un peu vieux. Et malheureusement, à chaque occasion, chaque élection est une occasion manquée puisque les véritables débats, les débats qui engagent l'avenir de notre société, de notre pays, ne sont pas en prise en charge. Nous avons une hypertrophie d'activité politique et nous sommes suractifs politiquement. Chacun dans son coin doit veiller pour que la politique ne mène pas le pas sur tout le reste. D'accord. Vous, personnellement, ça ne vous intéresse pas? Vous ne vous engagez pas? Non, je ne m'engage pas parce que je ne peux pas rajouter à la cacophonie. Aujourd'hui, il y a assez de confusion pour que je puisse jouer à ça. J'estime que mon rôle dans ce pays, ce n'est pas d'ajouter à la confusion, c'est plutôt de prendre un recul et puis d'aider les uns et les autres à plus de méditation, plus de sagesse et puis à les aider à délimiter les lignes rouges. Mais moi, je ne peux pas m'engager aujourd'hui dans cette bataille qui pose beaucoup de problèmes et qui n'a pas de lisibilité et souvent mais de lisibilité politique. Donc j'ai préféré continuer le travail d'évaluation que je suis en train de faire et qui me paraît un travail remarquable parce qu'il engage l'avenir. Et ce matin, j'ai eu un atelier sur les problèmes de changement climatique, sur les problèmes de démographie et les problèmes d'environnement. Je pense que c'est une donnée essentielle. C'est tout ce qui va perturber le Sénégal dans 35 ans, dans 50 ans. Je pense que ça, c'est des enjeux véritables. Nous allons faire l'évaluation des lieux de privation de liberté pour voir si en prison, les gens sont traités avec dignité. Si dans les commissariats, les brigades de gendarmerie, quand les gens sont gardés en vue, on les respecte et on respecte leur dignité. Je vais voir aussi dans les hôpitaux psychiatriques si on respecte la dignité des internements, mais qui sont obligatoires pour des raisons de soins mentaux. Donc toutes ces questions-là, pour moi, ça me paraît essentiel et ces enjeux-là me paraissent plus importants
mais que d'aller me battre dans mes collectivités locales pour encore rajouter des problèmes aux problèmes qui existent déjà. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Merci. El Hadj Ibrahima Sall, économiste, je le rappelle, président de la commission d'évaluation et de suivi des politiques et programmes publics. Merci beaucoup d'être venu à cette émission. Mesdames, Messieurs, merci à vous aussi d'avoir suivi. On se donne rendez-vous dimanche prochain.